Bienvenue à Indompté, un podcast bienveillant pour les parents qui choisissent d'offrir à leurs enfants une enfance heureuse pour un futur heureux. On se retrouve pour la deuxième partie de l'épisode sur l'alimentation, sur l'autonomie alimentaire avec les enfants. Et on commence ça tout de suite. Dans le développement de l'enfant, l'objectif de l'enfant, quand il se développe, c'est de devenir autonome. Donc, c'est clair que si lui, son cerveau fonctionne comme ça quand il grandit, il veut faire des expériences, il veut apprendre à être autonome, à faire comme nous, il nous observe et tout ça. Et puis que toute son enfance, tout ce qu'on fait, c'est mettre des bâtons dans les roues pour que lui, son apprentissage vers l'autonomie, on lui met des... Non, ça marche pas, ça. Non, c'est moi qui contrôle. Non, il faut que tu manges plus ça. Non, il faut que tu manges ça. C'est clair que c'est l'instinct de survie de l'enfant il va s'opposer. Ouais. Il va s'opposer, il peut pas te l'expliquer, mais il va s'opposer, il va dire non, je voulais la crème glacée, pourquoi tu me dis non, je veux de la crème glacée, je veux de la crème. Puis il va faire une fixation là-dessus, mais en fait, c'est pas parce que je veux de la crème glacée toute la journée, c'est parce que son corps, il a envoyé des signaux qu'à un moment donné, il avait besoin vraiment du glucose, puis là, c'est ce qu'il y a dans la famille comme sucre, mettons, de la crème glacée. Parce qu'on s'entend que c'est quand même la famille qui ouvre l'environnement, là. L'environnement alimentaire, là, je veux dire, c'est à la famille. Fait que si c'est ça qu'il a besoin, mais lui, il va vouloir, puis il ne comprendra pas pourquoi on veut l'imiter. Ouais. Donc, ça, déjà, de comprendre ça, puis moi, je l'ai expérimenté avec mon histoire de crème glacée, ça m'avait surpris. Je savais qu'à un moment donné, il s'écœurait, mais je ne savais pas que ça irait aussi vite. Donc, j'ai vu que le problème, c'était uniquement le fait qu'il se disait, je veux que ça soit disponible. Oui. Parce que là, mon corps, il a réalisé que parfois, il a besoin de sucrer. Puis c'était juste ça. Une fois qu'il a été en sécurité, puis il s'est dit, OK, je peux avoir ça. Je veux dire, il n'y a plus besoin de réagir puis d'en demander n'importe quand, tu sais. Sauf que c'est ça. C'est un processus, puis tout dépendant de comment on a contrôlé l'alimentation de l'enfant, ça peut être plus difficile après. Sauf que moi, ayant des problèmes à 45 ans de troubles alimentaires, c'est clair que je veux pas ça pour mes enfants parce que ça me prend... Je suis pas sortie de là encore, là, tu sais. J'ai encore beaucoup de difficultés avec ça. Fait que je veux pas que mes enfants ils soient là-dedans jusqu'à 45 ans. Donc... Et là, tu fais... Je vais te lire quelque chose, tu vas triper. C'est encore dans le même livre, de la page 270. Je vais y arriver à un moment donné. Puis, dans le fond, c'est les résultats d'une parentalité sécurisante. Là, ce qu'on offre, là, du fait qu'on ne va pas juger nos enfants, on va répondre à leurs besoins, on va... fait que je vous lis ça, OK? La conclusion, les enfants qui ont des parents sécurisants représentent 50 à 55% de la population. Moi, je suis pas sûre que c'est ça, mais bon. Ces enfants ont une image positive d'eux et des autres. Ils parlent de leur enfance avec des parents disponibles, sensibles à leurs besoins. Ils sont à l'aise avec l'intimité, te mettre tout nu devant ton chum quand tu as des... Anyway. Et ont l'impression de mériter l'amour de l'autre. Pas besoin d'être différent pour que ton chum il t'aime, là. Il t'aime. Ils ont aussi le sentiment de contrôle sur leur destinée et voient les situations interpersonnelles positivement. Ils sont capables de dépendre de l'autre aux besoins, et de s'engager de façon interdépendante. Conclusion, ce sont eux qui sont le moins susceptibles de développer des troubles du comportement alimentaire. Oui, tout à fait. C'est la même chose que les écrans, qu'on va parler dans un prochain épisode. Ouais. C'est-à-dire que toute dépendance ou excès n'est pas lié à que ce soit une substance, à un objet, à un aliment, quoi que ce soit. C'est vraiment lié. Puis j'ai fait un peu de thérapie là, autour de 20 ans sur ma boulimie. Puis c'est ce qu'on nous dit. C'est exactement la même chose pour toutes les dépendances. Bon, j'appelle pas ça la dépendance au niveau de la nourriture, c'est plus une compensation. Tous ces comportements-là d'excès viennent d'un manque affectif. C'est la base. Donc, c'est sûr que si on veut que nos enfants mangent de façon saine, pas parfaitement comme nous, par contre, parce que chaque individu est différent, mais si on veut ça, il faut d'abord assurer la sécurité affective,
affective, émotionnelle. C'est que j'en ai noté un autre ici. Mais les besoins physiques aussi, tout ça. Ouais. Donc, c'est clair qu'en faisant un environnement où l'enfant se sent bien, ben il va pas aller se lancer, que ce soit dans les écrans de façon excessive pour lui, là, je le précise, ou que ce soit la nourriture ou quoi que ce soit. Donc, enlever ou contrôler l'alimentation, c'est un enfant. Tu sais, si quelqu'un me dit, ben oui, mais mon enfant, il mange trop, il mange ci, il mange ça. C'est pas l'alimentation que je regarderais. Moi, c'est clairement la relation. Oui! La relation émotive, là, je veux dire. Il y a quelque chose qui... Tu sais, ça, là, c'est ce qui est vraiment le plus difficile comme parent à faire. Moi, tu le sais, je viens de loin. J'étais une maman méchante et stricte, là, jusqu'à temps que du jour au lendemain, ou presque, là, j'ai quand même lu 2-3 ans sur l'unschooling et tout ça. Donc, c'est sûr que c'est quelque chose qui est difficile à faire pour nous parce qu'il faut se regarder en pleine face puis dire ouf. Je me souviens, j'avais dit ça à une autre maman, me dire ouf, mais c'est tout sur mes épaules, ça veut dire là. Tu sais. Elle m'avait dit oui, c'est ça l'éducation, c'est être un modèle. C'est sûr que idéalement, il y a plusieurs modèles sains autour des enfants. Il y a des familles que c'est pas nécessairement possible. Nous, on n'est pas proche de nos parents. C'est l'inverse, on s'est plutôt éloigné. Donc, c'est encore plus important à ce moment-là que moi, je montre quelque chose de plus sain. Puis, montrer un exemple sain, ça veut pas dire ne pas avoir de problème. Mes enfants savent que j'ai un trouble alimentaire et je veux dire, ils savent aussi que j'ai un surplus de poids puis que j'ai des problèmes de santé qui sont liés à ça. Donc, mais c'est de leur montrer que je me cache pas, tu sais, que je me donne pas d'excuses, que c'est comme, puis que je le dis, c'est difficile, je trouve ça dur. Ouais, t'es vrai avec eux. Exactement, c'est ça. Fait que ça leur démontre, tu sais, si j'ai un problème, l'idéal, c'est de réagir comme ça, c'est pas de tout renfermer puis de me cacher, tu sais. C'est de dire, je trouve ça dur puis de demander de l'aide, donc... Mais tu sais, tantôt, quand tu disais que tu étais la maman méchante, tout ça, tu sais, oui, c'est en partie ton éducation, hein, on comprend, on a toute cette éducation-là, mais c'est aussi, vu que nous, on n'a pas eu de relation sécurisante, notre cerveau a fait en sorte que la partie là qui l'amygdale puis je me souviens plus de l'autre affaire, ça va bien, mais en tout cas ce système là de danger là est beaucoup plus, même l'amygdale je pense qu'elle est plus grosse quand on n'a pas vécu des relations sécurisantes physiquement et émotionnellement, ce qui fait en sorte que quand on devient parent, aussitôt que notre enfant fait quelque chose, ben là nous là on va être prime sur le danger puis à réagir avec une réponse de stress. Fait qu'à s'enfuir de notre enfant ou de vouloir faire partir le problème, de lui crier dessus parce que c'est ça d'attaquer. C'est comme, c'est pas vraiment nous, là. On n'est pas nous dans ces moments-là. On est notre conditionnement et ce système-là qui est rendu chronique, là, il y a du danger partout, là. Même les enfants. Et d'avoir peur, puis d'être inquiète, puis d'être anxieuse. Ça, c'est ça, là. Moi, j'ai une petite phrase qui m'aide par rapport à ça là, depuis mes débuts en unschooling, c'est « Les enfants sont notre miroir ». Donc, c'est exactement ça. En allant vers le unschooling, c'est ce que j'ai appris. Quand il y a quelque chose un comportement que j'aime pas chez mon enfant, je me souviens au début, mes fils, je veux dire, on a changé les règles à la maison du tout au tout, là, du jour au lendemain. C'est pas nécessairement l'idéal, mais bon, moi, c'est comme ça que je fonctionne. Donc, ils étaient pas polis avec moi, là. Ils étaient bêtes un peu, là. Ouais. Puis, tu sais, au début, le premier réflexe, c'est pardon, tu me parleras pas comme ça. Oui! T'sais. Sauf que là, tu sais, là, je m'écoutais en même temps, puis ben là, je suis en train d'y parler, presque y crier après, d'y dire d'arrêter de crier après moi. Fait qu'il y a un petit problème. Bon, c'est une réaction de stress, ça. Donc, ça, c'est le moment dans ma vie de maman où je me suis sentie le plus vulnérable. Parce que vraiment, à chaque fois qu'il me faisait ça, je me disais, c'est moi qui leur ai parlé comme ça. Ils ont copié ça sur moi, là. Fait que c'est vraiment, ça prend beaucoup, beaucoup de courage, je pense. Moi, je pense que c'est ça que j'ai eu du courage de me dire. Full courage. Là, je me regarde en pleine face, là, puis je me dis, c'est toi qui as fait ça, là. Fait que je les laissais, ça veut pas dire que je les laissais faire. Tu sais, je les laissais pas faire. Je leur disais, je me sens pas bien, là, quand tu me réponds comme ça. Puis, mais ça a pris ça a pris beaucoup de mois, d'exemples, de bonnes réponses
de bonnes interactions avec eux qui sont positives, qui sont basées sur le respect pour qu'eux, ils se mettent à faire ça. Aujourd'hui, je veux dire, eux, ils s'en souviennent même pas de ça. Si je raconte cette anecdote, ils n'ont aucune idée. Ils pensent que j'ai c'est ça, mais ça, là, c'est la preuve que toutes les relations peuvent aller vers quelque chose de positif pour nous et pour nos enfants. Là, c'est relations entre parents-enfants, mais ça peut être aussi relation avec l'alimentation. Puis c'est pas parce que nos enfants sont à un point X, Y, Z, comme là, Benjamin a 24 ans, que dans 5 ans, que dans 10 ans, il va être encore, c'est comme sa vie, elle continue, là. Parce que moi, le résultat de ça, j'avais le goût de le faire, là, le résultat, ça donne quoi de laisser mes enfants manger ce qu'ils veulent, leur proposer des choses, de laisser expérimenter ça. C'est un des premiers résultats que j'ai vu quand j'étais jeune qui a confirmé vraiment, OK, I'm on the right track, là. C'est quand je les voyais manger, mettons qu'on allait quelque part puis il y avait du dessert, ou à la maison, peu importe, il y avait du dessert, un beau morceau de gâteau, puis ils mangent genre la moitié, puis ils laissent ça, puis ils ont plus faim. Moi, ça, j'avais jamais fait ça. Fait que quand je voyais mes enfants faire ça, je me disais « Yes! » Ça marche, mon affaire. Tu le vois, là, ça marche. Oui. Mais comme un de tes fils, Benjamin, c'est ça, là, avec les textures, tout ça, ça, c'est pas parti. Puis Léo, il y a une partie de sa vie qu'il avait commencé à restreindre beaucoup sa nourriture parce que, ben, justement, son frère, tu sais, comme quand quelqu'un, comme là, ton frère un peu plus vieux, il mange pas telle affaire, là, toi, tu dis, peut-être que c'est pas bon, tu sais, moi aussi, je vais... Fait qu'il avait vraiment comme restreint beaucoup son alimentation, lui aussi, mais j'ai laissé aller. Oui, je t'inquiète quand même. Oui, c'est sûr, mais ça part pas l'inquiétude, ça, mais c'est moi qui décidais d'avoir confiance. Puis de croire aussi que, regarde, rendu, ben qu'ils soient adultes, là, s'ils ont des problèmes avec l'alimentation, ils ont quand même le pouvoir dans leur vie de s'en sortir, là, tu sais. C'est pas final bâton, cette affaire-là, là. Non, puis ils vont avoir des outils, puis ils vont avoir ta relation avec toi, tu sais. Ils vont pouvoir revenir. Moi, je sais que si je me pose des questions sur l'alimentation, je ne vais pas aller voir mes parents. Non, ça, faut fouiller des livres, il faut regarder d'autres choses, parce que sinon... Oui, exactement. Fait que là, Benjamin... Non, vas-y, continue. Okay. Fait que là, Benjamin, finalement, aujourd'hui, il mange encore quand même assez restreint dans ses choses. En vieillissant, je vois qu'il essaye plus de choses, mais il reste que c'est encore restreint. Fait qu'on, tu sais, je vais faire des smoothies, je vais faire des petites choses pour lui proposer des choses que je sais qu'il aime, puis que ça... Il y a aucun élément de forcé, là. Il se sent pas forcé, là. Je lui offre, puis that's it. Puis Léo, lui, ça, à un moment donné, il a vieilli, puis il a eu le goût de commencer à goûter plus d'affaires, puis là, il mange full diversifié, puis il est vraiment comme... il a le goût d'essayer plein d'affaires, puis de cuisiner. Là, hier, il faisait des biscuits aux pépites de chocolat, tu sais. Fait que, tu sais, c'est ça, c'est qu'on est les mêmes parents, on fait les mêmes affaires, mais les enfants sont différents aussi, tu sais. Et puis c'est ça, j'allais te demander, tu nous as donné un exemple là, avec les smoothies, mais je vais te poser la question, comment, au fur et à mesure là, que tes enfants ont grandi, comment tu as adressé tes peurs à toi de la nourriture? C'est quoi tes trucs concrets au niveau pratique? Tu sais, par exemple, un smoothie, tu sais, pour augmenter les fruits, mais t'en as-tu d'autres, des trucs d'affaires que tu as faites, tu sais, pour... Ouais. Moi, là, j'ai fait une liste. Tout ce que Benjamin il aime manger. Tout comme, qu'est-ce qui serait possible d'essayer, puis d'en parler avec lui, tu sais, de le faire participer, pas juste lui, là, parce que je veux pas qu'il sente qu'il est un problème, fait que je veux pas parler juste à lui. C'est viens ici, mon petit garçon, on va t'organiser ça, ton alimentation, là, pas pantoute, là. Fait que d'être proactif fait baisser les peurs. Mais c'est sûr que quand je sens une peur monter, mon but c'est de savoir où la racine de cette peur-là. Pourquoi j'ai ça? Elle a-tu vraiment raison d'exister? Tu sais, je sens toujours que je suis je choisis ma peur. Puis quand je la choisis, c'est sûr que je la passe down à mon enfant. Ou je choisis d'avoir confiance puis de l'aimer comme il est. Puis de probablement favoriser une bonne relation. Mm. Mais ça, c'est que moi, mon but, c'est de faire diminuer ma peur. C'est pour ça que j'utilise le EFT. Puis de faire augmenter la confiance que j'ai envers mon enfant, là. Okay. Toi, c'est quoi? Ben moi, c'est parce qu'il y a vraiment des moments où j'étais vraiment, vraiment inquiète pour leur santé. Ouais. Particulièrement, un de mes enfants, je ne vais pas les nommer, mais un de mes enfants, il y avait des problèmes de santé, puis c'était inquiétant. Puis quand on allait chez le pédiatre, c'est des trucs qu'elle vérifiait avant
le problème de santé principal, c'est y a-tu assez de sommeil, l'alimentation est-tu correcte, tu sais. Puis des fois, moi, j'étais toujours bien honnête avec eux, là. Fait que des fois, c'était comme, ben non, tu sais, ils mangent pas assez de telle chose d'après moi ou telle affaire. Fait que dans le fond, ils nous demandaient, ben là, retournez à la maison, on va vous revoir dans 3 mois, essayer d'arranger l'alimentation. Si ça marche pas, ben là, on va aller adresser le problème de santé. Donc, moi, j'avais besoin de trucs pratico-pratiques, d'être capable de venir dire, tu sais, je pouvais pas juste arriver 3 mois après chez le pédiatre puis dire, ah, ben j'ai lu sur mes peurs, puis je me suis dit que, tu sais, oui, je comprends. Ça n'aurait pas fonctionné au niveau de la réponse. Fait qu'est-ce que j'ai fait? Ben c'est ça. Moi, je me suis mis à faire des smoothies. Ouais. J'ai investi dans un bon blender. Ça a été long pour certains de mes enfants, mais aujourd'hui, je veux dire, à tous les jours, c'est rare que je fais pas un smoothie. OK. Ah, c'est nice. Je partage des recettes. Puis, tu sais, au début, j'ai commencé avec... je rajoutais un peu de sucre parce que c'est sucré, là, c'est rare que j'en mets. Tu sais. Bon, il y en a un qui aime moins ça, mais de temps en temps, l'enfant va dire, ben, OK, je vais en prendre un demi. Donc, j'ai fait ça. J'ai rajouté de l'ortie séchée dans les smoothies. C'est un supplément de calcium, de fer. Chercher des affaires, ouais. J'ai rajouté du lait enrichi, justement, là-dedans. J'ai cuisiné beaucoup, beaucoup de desserts à un certain moment. Bon, moi, je suis pâtissière de formation. Ouais. Donc, j'ai cuisiné des biscuits à base de fruits au lieu du sucre. Je coupais le sucre, j'achetais, tu sais, je veux dire, des petits trucs là, pour donner un goût sucré à des pâtisseries, c'est facile. Un peu de chocolat noir, pas trop. Juste un petit peu, un peu de vanille. Automatiquement, ça va donner un goût qui est plus sucré que qu'est-ce que ça l'est. Ouais. Sucré avec des bananes. Faire des bananes à split incroyables, mais avec une crème glacée que j'ai faite à la banane. Donc, c'est juste la banane, du cacao. La banane à la banane. Oui, c'est ça, tu sais. Fait que il y a eu une période où là, tout le monde est pas mal autonome, mais il y a eu une période où je faisais ça, puis je comptais les desserts dans leur alimentation. Donc, je pouvais rajouter je rajoutais des épinards, du kale dans les smoothies. Je faisais des muffins aux carottes, tu sais, aux zucchini, tout ce qui était possible pour ajouter des légumes. Donc, moi, ça me rassurait. J'avais ma petite liste que je pouvais aller dire au pédiatre pour cet enfant-là. Puis en même temps, pour les autres aussi, ça m'a aidé parce que je me suis dit, ben, au moins, il y a ça. L'autre truc, c'est... tu en as parlé à un moment donné dans un autre podcast, c'est de voir l'alimentation sur une semaine plutôt que de la voir sur un repas ou sur une journée. Ouais. Donc, c'est clair qu'il y a des journées, j'ai un de mes enfants qui va manger de la pizza 3 fois par jour. C'est de la pizza que l'enfant fait lui-même. Ça, c'est un autre truc, c'est de les faire cuisiner. Ouais. Donc, un de mes enfants adore la pizza. Je fais à ce qu'on m'a dit, de la bonne pizza maison. Oh, donc, on voulait... Donc, il voulait souvent que j'en fasse, tu sais, puis là, mais c'est long à faire, puis tu sais, je veux dire, c'est de la pâte, puis nous autres, c'est végétarien. Là. Il y a un peu de légumes, mais on s'entend qu'une pizza aux légumes, il n'y a pas grand... Tu sais, c'est de la pâte quand même, puis du fromage. Oui. Donc, on lui a dit, ben fais-toi-en. Alors là, elle s'est mise à faire la pizza, puis là, on a trouvé des pâtes déjà prêtes, des petites pâtes individuelles. Fait que là, des fois, elle se fait comme une demi, elle a sa sauce, elle a son fromage. Sauf qu'il y a des journées, je peux dire que c'est ça qu'elle a mangé dans sa journée. Ouais. Puis là, pas juste moi, toute la famille, on est comme, mais qu'est-ce que tu as mangé hier? Fait que là, elle est comme, ouais, tu sais, OK, je ferai pas ça aujourd'hui. Fait qu'elle va faire d'autres choses. Donc, en regardant sur la semaine, ça change beaucoup, beaucoup la perspective. Puis ça, en tout cas, moi, ça me calmait pas mal les peurs parce que c'est ça. On voit que finalement, c'est un petit peu plus diversifié que qu'est-ce qu'on peut penser. L'autre chose, ben, c'est certainement l'offre. Oui. Si un enfant ne mange pas de légumes, mais que tu n'achètes que des légumes dans ton armoire, c'est clair. C'est ça. Fait que moi, il cuisines juste d'une façon, OK? Les asperges, c'est comme ça, tout le temps grillé, puis c'est ça, il faut présenter les aliments de façon différente aussi. C'est ça, puis il faut... en tout cas, moi, c'est un autre truc aussi. Ben, le truc de l'épicerie aussi, là, je leur permettais de demander n'importe quoi, un aliment chacun à l'épicerie. Mais nous, c'était une question de budget aussi. On ne pouvait pas, je leur disais, ben, on ne peut pas acheter des épiceries aux 4. Fait que chacun choisissait un truc. Et puis, ça finissait par ne pas être toujours de la cochonnerie. Il y en a un qui voulait absolument des framboises.
Mais mon conjoint qui est très, très argent et prix et bon de réduction. Comme beaucoup d'hommes, hein? Le pourvoyeur. Fait que là, c'était comme, bon, ben là, sa cochonnerie, elle, qu'elle veut, c'est des framboises. Bon, pas des framboises, elle aime pas ça, mais mettons des fraises. Donc, il coûte plus cher, mais là, oui, c'est sa cochonnerie. Tant qu'à acheter une boîte de céréales plein de sucre, tu sais. Donc, c'est de leur permettre ça. Mais il y a eu aussi des périodes où, avec mon conjoint, on s'est dit, OK, là, pour quelques semaines, là, on n'achète plus de cochonneries. Là. Pas de biscuits, pas de crème glacée, pas de gâteau, pas de cossin. Je vais cuisiner un petit peu plus. Puis donc, les enfants, des fois, ils le demandaient, mais je disais, c'est ça, mets-les sur la liste d'épicerie, puis on va le faire. Oui, fait qu'il y a eu des périodes, puis tout à coup, au bout de 3 jours, l'enfant, il se laisse pas crever de faim, là. Non, faut pas en tout. C'est à ces moments-là où les enfants, chez nous, ils ont essayé des nouvelles affaires. Ouais. Tu sais, fait qu'ils ont mangé un petit peu plus de fruits, un petit peu plus de légumes. Donc, puis les deux autres, un autre truc, c'est, je leur ai demandé de cuisiner à mes enfants. Voilà quelques mois, là, je pense que j'en avais parlé. Donc, par deux, je leur ai dit, bon, le mardi, toi, vous faites le souper puis le dessert. Puis comment ils ont réagi quand tu leur as parlé de ça? Moi, là, je me suis dit, ils vont me dire non. Puis ils ont juste fait OK. Puis là, là, ils l'ont plus refait dernièrement, là, mais il faudrait que si je le marque sur le calendrier, puis je leur dis, garde, mardi, oublie pas, c'est toi. Qu'est-ce que tu as cuisiner? OK, fait que là, ils font. C'est sûr que ça a fini en lasagne, en pizza. Mais il y a eu d'autres trucs. Un de mes fils qui n'avait jamais cuisiné, qui n'aimait pas ça, celui qui a des troubles sensoriels, il a cuisiné des incroyables desserts. Wow! Donc, parce que le dessert, c'est très précis au niveau des... les ingrédients. Moi, je ne suis pas les recettes. Oui, mais là, lui, il a besoin de ça, il aime ça, à la lettre, les recettes. Donc, ça s'est super bien pensé, puis c'est le fun parce qu'ils ont vu l'espèce de responsabilité. Tu sais, les premières fois, c'était le lasagne, la pizza, mais après ça, ils ont voulu rajouter d'autres choses, tu sais. Un dessert qui va être un peu plus aux fruits. Tu sais, ils disent, je vais pas faire un gâteau si on mange de la pizza parce que ça va faire trop. Fait que ça a vraiment changé la dynamique. Ouais. Là, je veux qu'on la reprenne, là, cette dynamique-là. Je trouve ça génial, Stéphanie, parce que dans le fond, même si les enfants, moi, les deux, quand ils ont commencé à cuisiner, c'était ça, là, c'est les desserts. Puis encore là, hier, Léo, c'était du dessert. Mais je trouve que ça peut être extrêmement positif parce qu'au moins, ils ont du plaisir à cuisiner. Puis ça, après ça, ça peut se transformer en autre chose. Puis, tu sais, je me souviens, moi aussi, c'était les desserts au début que je cuisinais, mais éventuellement, j'ai eu le goût de cuisiner autre chose, tu sais. Mais en même temps, là, excuse-moi de te couper, mais est-ce qu'on laisse aux enfants faire le souper? Tous les livres de recettes pour enfants, c'est rempli de desserts. Ouais. Moi, c'est ce que j'ai vu. J'ai constaté que souvent, les adultes, ils veulent, OK, tu vas faire des biscuits, tu sais. Parce que c'est lourd, là, faire la cuisine avec un enfant qui n'est pas habitué. Donc, faut prendre notre temps. Est-ce qu'il y a vraiment, moi je vous le dis, posez-vous la question, est-ce que vous avez vraiment donné l'occasion à votre enfant, même s'il a 6 ans, de faire lui-même tout seul le souper? Oui, puis c'est pour ça que ton, tu sais, là, sincère, là, votre genre de couteau, là, pour la main pour l'enfant. Moi, quand j'ai vu ça, là, j'ai fait génial. Je pense que c'est dans ce livre-là que j'ai lu ça, qui disait que quand les enfants ils participent à cuisiner les choses, ils vont avoir, puis même à faire pousser leurs légumes, leurs fruits, ils vont avoir encore plus le goût d'essayer plein d'affaires, tu sais, puis d'avoir une plus positif. Oui, nous, c'est exactement ça qui s'est passé. En fait, quand j'ai comme créé le couple légumes, c'est que mes enfants étaient vraiment tout petits, là, mes deux plus jeunes. Puis ils faisaient de la pâte à modeler, puis ils n'arrêtaient pas de faire des fruits en pâte à modeler, puis des légumes. Puis là, ils prenaient un coupe-pâte là, en pâtisserie là, qui est comme en métal. Là, je me disais, Colin, ils ne veulent pas en manger des fruits puis des légumes, mais ils en font en pâte à modeler. Je ne comprenais pas. Fait que là, génial. Moi, c'était au niveau de la motricité. Moi, je pense que c'est parce qu'ils ont sur leur table de pâte à modeler, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ils peuvent utiliser un couteau et tout ça. Fait que c'est de là que j'ai eu l'idée. J'ai dit, je vais demander à Alain qu'il m'en fasse un coupe-pâte comme ça en bois pour couper des fruits et des légumes. Puis là, je vais sortir ça, puis je vais leur laisser faire à manger, voir est-ce qu'ils vont manger plus de légumes puis plus de fruits. Puis c'est clairement ça qui est arrivé. Puis en développant, on l'a travaillé sur quelques mois, puis finalement, on peut même couper des légumes là, avec. Là, c'était super intéressant. Puis ma fille, elle avait en bas de 2 ans. Elle avait autour de 2 ans. Puis ma fille, c'est une casse-cou.
Non, c'est pas vrai. C'est pas une casse-cou. C'est une aventurière, mais elle s'est jamais fait mal. OK. C'est la seule de mes 4 enfants. Tu sais, j'ai 3 garçons, une fille. C'est la seule qui n'a pas de POC. Les autres, ils ont toutes des cicatrices. Et c'est celle, écoute, là, elle, là, chez nous, on avait les chaises montées sur la table quand elle était petite. Parce que sinon, elle prenait la chaise. Je veux dire, les barrières. Oh my God. Les barrières pour l'escalier, elle a passé par-dessus, elle n'avait même pas 1 an. Donc, très tôt, elle a eu les jambes croches, écoute, pendant quelques mois parce qu'elle a marché trop rapidement, entre guillemets, selon son développement, ça s'est replacé. Mais donc, nous, on est obligés, là, je disais, qu'est-ce que tu fais quand tu as un escalier puis ton enfant passe par-dessus, là? Faut que tu fasses de quoi? Fait que là, je me suis dit, ben là, je vais lui montrer comment descendre les marches comme il faut. Fait qu'on a enlevé la barrière, et puis là, je l'accompagne. Ça demande beaucoup de temps. Ah oui, tu restes assis dans l'escalier, puis là, une marche après l'autre. Exactement. Puis là, nous, on lui a montré, elle était tellement petite, elle avait 1 an, qu'on lui a montré à descendre par en arrière à 4 pattes pour commencer. Donc, ça a été comme ça. Elle grimpait sur le frigo. Elle prenait, il y avait 2 poignées, elle mettait ses 2 pieds dessus, elle montait, puis on la retrouvait assise sur le frigo. C'était terrorisant, là. Tu sais, on se tournait de bord, puis... c'est une exploratrice! Qu'est-ce que tu fais là, tu sais? Donc, elle fouillait aussi dans les tiroirs, beaucoup trop jeune, tu sais, avec les couteaux. Mais c'est ça, c'était épeurant. Fait que là, quand on a fait le coupe légumes, puis elle voulait faire comme nous, mais là, on leur a mis leur petite planche avec leur couteau, puis là, ils se sont mis à cuisiner, puis ils se sont mis à manger des fruits et des légumes. Ah, wow, parce qu'ils pouvaient couper eux-mêmes. Ben, ça, tu le coupes, après ça, tu le manges. C'est comme, oui, c'est ça. Mange. C'est ça, puis ils sont grands, puis ils font comme nous. Tu sais, je me souviens des gens qui venaient chez nous, puis ils étaient terrorisés. Rapidement, nous, le coupe légumes, on lui a appris à utiliser un vrai couteau parce qu'elle prenait de toute façon le vrai couteau. Fait qu'on avait peur que si tu sais, je veux dire, on peut pas surveiller 24 heures sur 24 nos enfants, là. À toutes les secondes, il suffit qu'on réponde à une question à l'autre. Tu peux pas être à 4 places en même temps, là. Si tes enfants sont tous dans des pièces différentes, on s'entend que ça me... Exactement. Donc, pour une question de sécurité, j'y ai montré très rapidement à utiliser des vrais couteaux. Tu sais, on les gros couteaux, on les rangeait ailleurs, mais il y a quand même un couteau à beurre, tu peux te couper un petit peu avec ça. Donc, j'y ai montré à l'utiliser, j'ai montré les règles de sécurité, tu restes stable, tu coupes pas dans une assiette qui glisse. Tu sais, même quand elle était toute petite, très rapidement, ma fille était capable de couper des pommes. C'est difficile de couper des pommes. Oui. Mais c'est ça. Donc, pour moi, ça passe vraiment la sécurité dans la cuisine, ça passe par l'autonomie. Ouais. Puis au niveau de la sécurité alimentaire aussi, au niveau de la santé, tout ça, ça passe aussi par l'autonomie, l'exploration. Et c'est ce qu'on a essayé de faire là, avec les enfants. Ah, génial. Puis je veux revenir sur quelque chose que tu as dit tantôt par rapport à cette expérience-là qu'ils ont faite avec des gens, puis qui leur ont proposé de la bouffe d'une autre culture, puis tu as moins de nutriments quand tu manges quelque chose que tu n'aimes pas. Je trouve tellement que ça fait du sens. Parce que je trouve que quand on se force, mettons, je vais manger plus de telle affaire parce que c'est bon pour moi, tu sais, comme, c'est basé sur un choix vraiment, quand c'est basé sur un choix de il me manque ça, il faut que j'en prenne plus, je devrais, tu sais, comme il faut, je dois. C'est tout le temps basé sur la peur. J'ai peur de pas avoir assez de tels nutriments. J'ai peur d'avoir le cancer, fait que je mange anti-cancer. Fait que toute la base, je pense que quand la base est la peur, je suis pas sûre à quel point c'est si bon que ça, la nourriture. Fait qu'on peut bien manger plein de fruits, mais si c'est parce que on se force, on a la peur qui est la motivation, moi je pense que c'est vraiment pas bon pour le corps, là. Non, pour la digestion, puis t'es pas dans la joie là, toute ta journée, là. Ouais. T'es dans le « je dois faire ça », puis je veux dire, quand tu te forces à manger quelque chose que t'aimes pas, un exemple, en herboristerie, j'ai suivi plusieurs cours d'herboristerie là, amateurs, mais une des indications qu'on nous disait quand on testait des tisanes, par exemple, pour différents problèmes de santé, c'était le goût. On nous disait si on revient à ce que notre nutritionniste nous a dit pour Thomas, si on aime ça, c'est probablement parce qu'on a besoin. Puis je t'en ai parlé dernièrement par rapport à l'ortie. Oui. Tu sais, je t'ai dit, si tu aimes le goût, habituellement, c'est parce que tu en as besoin. Puis si tu n'aimes pas ça, ben, c'est parce que c'est pas la bonne plante pour toi. La même chose pour les aliments, c'est pareil. Il y a des trucs, par exemple, l'avocat, moi, en tant que végétarienne presque végane, là, je suis
pas, mais je veux dire, l'avocat, c'est un aliment qu'il y a partout. Mais le soya aussi, là. Ouais. Et, donc, le soya, moi, je suis pas capable. Je suis pas capable de le digérer. J'aime le goût. Ça me, tu sais, on dit ça troule dans la bouche. Je suis pas capable. Je suis capable en petite quantité. Des fausses viandes qui ont du soya dedans. Oui. Ça me va. Tu sais, il y a des petites tranches pour sandwich, mais c'est très mince. Fait que dans mon sandwich, tu sais, j'ai du pain, j'ai de la laitue, j'ai des pousses, j'ai plein d'affaires. Ça passe. Ouais. Un petit peu de sauce soya, ça passe. Mais un tofu, un bloc de tofu ou même les edanam, là, je pense qu'on appelle là, les fèves de soya. Oui. Je suis pas capable. Et puis sur des groupes, j'étais sur des groupes végans, végétariens, puis écoute, on a tellement insisté pour me dire que c'est parce que je mangeais pas le bon soya. Parce que c'était des gens qui étaient convaincus que ça prenait du soya, tu sais, dans l'alimentation végane, que c'est l'aliment parfait. Et puis là, ils me disaient, ben là, mais t'as-tu essayé ça? T'as-tu essayé celui-là? T'as-tu essayé le biologique? C'est peut-être, on m'a dit même que c'était psychologique parce que j'avais posé des questions par rapport aux hormones. Fait que là, on m'a dit, peut-être parce que tu as peur de ça, fait que c'est pour ça que tu le digères pas, tu sais. Fait que moi, j'ai fini par tout tasser ça. Ouais. J'étais une végane qui ne mangeait pas de soya, mangeait pas de tofu. Puis c'est arrivé la même chose pour l'avocat. Au début, j'en ai mangé parce que tout le monde disait c'est bon, c'est un bon gras. Ça, c'est la période où je mangeais beaucoup plus cru, là. Puis, je veux dire, à un moment donné, il y a une journée, je suis arrivée pour manger l'avocat, puis ça m'a roulé dans la bouche, là. Je suis plus capable encore aujourd'hui. C'est écœuré. Je trouve que ça sent écœuré. bon, c'est beau, mais si je me le mets dans la bouche, c'est ça. Mon corps, il veut le rejeter, puis je suis convaincue que c'est parce que c'est pas le bon aliment pour moi. C'est ça! Fait que, tu sais, qui je suis, moi, pour décider, toi, Stéphanie, qu'est-ce que tu devrais manger? Fait que qui est-ce qu'on est, nous, en tant que parents, pour décider ce que nos enfants devraient manger? Ben, comment qu'on peut savoir aussi, chaque individu, c'est quoi les besoins de son corps? Chaque personne, on peut combattre un virus. On peut, tu sais, il y a des journées où on a comme moins faim, où on a comme une petite légère nausée. On est peut-être en train de combattre quelque chose, puis c'est peut-être pas le temps d'aller manger de la pizza puis du gras parce que ton corps, il a besoin de mettre son énergie ailleurs. Il y a des problèmes de santé, comme mes enfants, ils ont une maladie génétique. Mon fils avait de la polyarthrite rhumatoïde. Ça fait qu'il était très fatigué souvent. Fait que c'était pas une bonne idée de faire, tu sais, lui, il n'était pas porté à manger du sucré. Tu sais, du sucre transformé, probablement parce que ça crée un down aussi après quand tu as mangé un sucre. Donc, puis on a tous, moi je suis en préménopause, donc je sais que mes besoins nutritionnels ont diminué beaucoup. Je serais censée de manger moins puis de manger différemment probablement dans mes lectures. Puis j'ai fait, mais sauf que je me base pas non plus sur les fameuses recettes. Les femmes en préménopause doivent manger ça. Tu vas écouter ton corps. Exactement, je m'écoute. Et en effet, ben regarde, le chou de Bruxelles, je me suis mis à en manger plein. Les graines de lin, je me suis mis à en rêver la nuit. On dit que c'est bon aussi pour ça. Donc, puis ça, j'aime ça. Je ne sais pas si tu as d'autres points ou si tu voulais qu'on conclue, là, mais pour la fin, moi, j'ai une citation que je veux te... donne-moi ta citation. Moi, j'ai une chose aussi, une dernière petite chose à parler. OK. Fait que j'ai trouvé ça ce matin. Sur Instagram, c'est Julie Brave Writer. Je ne sais pas si tu la connais. Non. Là, bien franchement, ma mémoire, elle me fait défaut. C'est une page que je suis, mais je ne sais pas si ça parle d'unschooling ou ça parle de quoi que ce soit. OK. Brave Writer, ça pourrait être une écrivaine, mais j'ai aucune idée. Mais j'ai trouvé que ça fitait complètement avec mon objectif de parent au final par rapport à l'alimentation de mes enfants. Donc, ça dit, le but que nous nous sommes fixés comme parents, c'est d'apprendre à nos enfants qu'ils n'ont pas à craindre la nourriture, qu'elle fait partie de leur vie, car ils en ont besoin autant comme carburant que pour le plaisir qu'elle apporte au quotidien, que pour la façon dont elle permet de découvrir le monde et de tisser des liens avec la Terre et le reste de l'humanité. Hein, c'est beau. Ah, quelle belle conclusion. C'est magnifique. Oui, exactement. Je vais rajouter dans mes trucs que j'ai oublié tantôt le livre de recettes de Avatar, le maître de l'air. Oui, j'ai publié cette semaine sur Instagram des recettes. Écoute, mon fils, il a le goût de faire des recettes là-dedans d'aliments qu'il n'aime pas, qu'il n'a jamais voulu manger. Puis là, il dit, maman, je veux faire ça, je veux faire ça, je veux faire ça. C'est ça. Fait que c'est ça. Ça permet tu sais, l'aliment, c'est pas quelque chose qui est négatif. Ça peut pas être négatif. Je veux dire, on en a besoin. Oui, c'est en plein ça.
En plein ça, puis de les laisser justement respecter naturellement leurs besoins puis leurs envies. Moi, je pense que c'est comme ce qui fait le moins de dommages et de blessures, de croyances à aller comme se libérer quand on est plus vieux, là, tu sais. Moi, madame, ce que je voulais conclure aussi, c'est, dans le fond, je trouve que la façon dont nous deux, on voit l'alimentation, qu'on parle aussi beaucoup dans l'unschooling, c'est comme de l'alimentation intuitive. Fait que pour tous ceux qui veulent fouiller, chercher, puis même aller sur ce hashtag-là, l'alimentation intuitive, intuitive eating en anglais, d'aller fouiller là-dessus. Puis ce livre-là aussi, là, le livre que j'ai parlé tantôt, là, Manger un jeu d'enfant, c'est vraiment ça. Là, il parle d'attachment parenting là-dedans. Bref, c'est le terme là à fouiller pour commencer à aller comme justement confronter une à une nos pensées, nos peurs, nos croyances, puis être capable de s'en libérer. Là. Exactement. Puis aller dans la confiance là. Par rapport à nos enfants, puis à la joie, parce que c'est le fun de manger. Oui, mais retrouver le plaisir de manger. Exactement. Totalement d'accord. Hey, merci Stéphanie! Merci à toi, c'était vraiment le fun. Oui, puis là, le prochain épisode qu'on va enregistrer, le dernier, qui va être le dernier de notre saison numéro 1, on va avoir une invitée. Oui. Ça se souvient de c'est qui? Oui, c'est... On reçoit Tamara Bisson, qui va nous... En tout cas, on va lui poser des questions par rapport au Human Design. Ouais. Donc, j'ai bien hâte d'en discuter avec elle parce que moi, j'ai découvert ça assez récemment. Ouais. Et je suis allée faire mes petites recherches, puis j'ai beaucoup de questions pour elle. C'est un sujet qui est vraiment intéressant. Très intéressant. J'ai lié au unschooling, je trouve. Oui, justement, c'est ça. J'ai hâte qu'elle nous parle de ça. Là. C'est quoi le rapport entre le Human Design qu'elle a trouvé, puis comment ça l'a mené vers le unschooling, puis tout ça, là. Bref, ça va être super intéressant. Fait que merci beaucoup, Stéphanie, puis c'est ça. On se jase très bientôt. Merci. Bye tout le monde! C'est déjà tout pour aujourd'hui. On espère que ça vous a plu. Merci tellement beaucoup de nous écouter. Si vous avez des questions, des commentaires ou des suggestions, n'hésitez pas à nous écrire. Toutes nos informations et les différents moyens d'entrer en contact avec nous sont dans la bande info de l'épisode.